Bonsoir à tous, merci de nous faire confiance. Je reçois sur le plateau 3 invités. Devrick Farasman, bonsoir, vous êtes le directeur de l'UFOLEP au plan régional. Eh bien, c'est tout simplement, c'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. Quelles sont plutôt les perspectives d'avenir de cette association? Votre réponse d'ici quelques instants. Il a du talent et eu l'occasion de le prouver sur nos différents stades. Bonsoir Kevin Amelaïs. Bonsoir. Bonsoir. Alors à 35 ans, vous nous expliquez ce qui continue de vous animer autant dans ce sport que nous aimons tous, à savoir le football, n'est-ce pas? La santé des sportifs, eh oui. Eh bien, c'est votre préoccupation, Nathalie Vainqueur. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous aurons d'ici quelques instants, eh bien, Jean-Paul Langret. Jean-Paul Langret, c'est le coach de l'équipe de l'Amicale de Marie-Galante qui sera en visio avec nous. En direct également, eh bien, le maire de Cap-Estève de Marie-Galante. Bonsoir, Jean-Claude Naessa. Bonsoir. Alors, Maurice Castries, ça a été un match d'homme, un match très physique. Vous avez cru à la victoire à un moment donné? Oui, match très compliqué, très compliqué. En première mi-temps, on était supérieur techniquement, donc on a bien maîtrisé, on a ouvert le score tout logiquement. Et puis tout a basculé en deuxième mi-temps parce que l'Amicale a mis de l'impact. Et alors que, je peux dire, moi, je n'ai pas pour habitude de parler d'arbitrage, mais je crois que ce soir, en deuxième mi-temps, ils ont un peu perdu les pédales. Donc ça a permis à l'Amicale de penser à revenir dans le match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de fautes. Donc du coup, on prend un but, une égalisation, donc c'était un super but. Ensuite, un penalty qui, à mon avis, ça c'est la peur de l'arbitrage qui fait qu'il est obligé de siffler un penalty qui n'y est pas. Bon ben, après l'abnégation, l'envie de mes joueurs, jusqu'à la fin, on y a cru jusqu'au bout pour au moins arracher l'égalisation. Alors, l'égalisation, ce qui revient à dire que vous êtes satisfait de la prestation des joueurs, comme de vos joueurs? Enfin, la première mi-temps, je suis satisfait de la première mi-temps parce qu'on a beaucoup joué. Techniquement, on était supérieur. Mais en deuxième mi-temps, on ne pouvait pas jouer. On a essayé de faire ce qu'il fallait, mais c'était compliqué. Vous avez vu le terrain? Pour moi, c'est un terrain indigne de jouer en Régional 1. C'est impossible. Avant le match, on a enlevé un bout de fer de près de 30 cm dans le terrain et certainement de clous. Donc, je dis que non. Et là, ça a l'avantage de l'Amicale, ce genre de situation. Nous, on travaille tous les jours pour essayer de produire, pour essayer de mettre en place certaines choses. Eh bien, quand c'est compliqué comme ça, on est obligé de s'adapter. Et ce soir, on s'est adapté. On a trouvé l'égalisation, tant mieux pour nous. Jean-Paul Langret, quel courage qui vous a habité autant pour pouvoir, déjà dans un premier temps, égaliser et puis ensuite prendre l'avantage? Je pense qu'on a un peu l'insouciance de notre jeunesse. On a une équipe très jeune, donc qui a la volonté de bien faire. Je leur ai dit ce soir, ils ont une feuille blanche en main. À charge pour découvrir une histoire pour l'Amicale. Donc je pense qu'ils ont été dans cet objectif-là. Et puis vous avez cru à la victoire, franchement, à un moment donné? Oui, on a cru à la victoire. Elle était toute proche. Malheureusement, l'Étoile a joué son va-tout aussi. Avec Jean-Luc, on a tenté de casser le jeu à la fin pour gagner quelques secondes. Malheureusement, l'arbitre ne nous a pas permis de faire ce changement-là. Et puis sous le coup, on prend le but égalisateur. Donc c'est dommage. Jouer sur un tel terrain, vous vous êtes rendu compte que c'était impossible, c'était vraiment extrêmement compliqué et difficile? C'est très compliqué. Je pense que les joueurs, ils ont beaucoup de mérite. Les deux équipes-là, beaucoup de mérite pour jouer sur ce terrain. Malheureusement, c'est notre quotidien. On est obligé de faire avec, mais je pense vraiment qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Je reste avec vous, Jean-Claude Maes, fraîchement élu à la tête de la commune. Le volet sportif, est-ce qu'il fait partie de vos priorités? Le sport, c'est une priorité pour l'équipe réussir au Cap-Estève ensemble. C'est vrai que j'apprends les petites et sur le terrain. C'est vrai que c'est un effort que je vais rencontrer mes techniciens dès demain. Et c'est vrai, j'ai discuté un peu pour pouvoir améliorer le sort de ce terrain. C'est vrai qu'il y avait un système d'arrosage qui n'a pas fonctionné parce que l'entreprise a été défaillante et vous savez qu'il y a eu ce long période de 2 mois. Mais je peux vous rassurer qu'on a fait déjà appel à une entreprise pour essayer de combler et pour pouvoir qu'elle puisse arroser ce terrain, qu'il puisse retrouver son éclat dans le temps. Et oui, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est en pleine carême aussi. Oui, non, je comprends, Jean-Claude Maes, que le soit, disons,
en période de carême, mais quand vous entendez un entraîneur qui dit qu'il a trouvé quoi? Eh bien, tout simplement un bout de ferraille sur l'aire de jeu et qu'il a trouvé également des tessons de bouteille, c'est quand même grave. Des pointes également, c'est quand même dur. Je ne mets pas en doute la parole de l'entraîneur. C'est vrai qu'il y a des matchs presque quotidiens sur le terrain, mais c'est à vérifier parce que, bon, le terrain, c'est l'OMCS qui s'en occupe. Je vais me rapprocher des services d'entretien pour savoir comment on a pu trouver un bout de ferraille sur le terrain. S'il y a des choses à faire, je vous donne ma parole, ce sera fait et très rapidement. Alors, vous avez donc joué votre deuxième match. En tout cas, l'équipe de l'Amicale de Marie-Galante a joué son deuxième match en nocturne à Capestio de Marie-Galante, ce qui prouve que les choses progressent du côté de Marie-Galante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux spectateurs, en tout cas aux Marie-Galantais qui viennent au match? Mais je veux dire qu'il y a de grands efforts qui ont été faits. Vous savez, depuis longtemps qu'on n'a jamais pu jouer en nocturne à Marie-Galante. Et dès mon arrivée à la tête de la commune, j'ai tout fait pour que l'éclairage soit homologué. Chose faite. Et c'est vrai, j'apprends qu'il y a des petits inconvénients sur le terrain. Croyez-vous, le meilleur que moi, ancien footballeur, ça remonte à longtemps, hein, mais je ferai tout mon possible que ce terrain soit très agréable et le stade très agréable pour recevoir les Marie-Galantais, parce qu'on a entendu ça trop longtemps, je dirais même plus de 20 ans. Les choses sont faites et maintenant, à nous d'améliorer les choses. Alors, quand vous avez les deux entraîneurs qui disent que c'est un terrain qui n'est pas praticable, surtout lorsqu'on évolue en Régional 1, alors c'est quand même dommage, je dirais, pour le football à Marie-Galante. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas plus sage de fermer carrément le stade? C'est une question. Pourquoi fermer le stade? Oui, parce écoutez, puisqu'ils ne peuvent pas évoluer convenablement. Et les terrains, et la période de carême, vous savez que pendant 2 mois, j'étais pas aux affaires. C'est vrai, il y a eu des carences. On peut améliorer cette carence avec un arrosage beaucoup plus poussé pour pouvoir que l'herbe pousse. Vous savez que ce terrain, c'est l'un des meilleurs terrains de la Guadeloupe. J'entends ça et ça me fait mal au cœur qu'un entraîneur, parce que et c'est vrai peut-être, et c'est un terrain qui sert à tout pour l'entraînement de la GSC pour les scolaires. Peut-être il faut porter un soin beaucoup plus intensif sur les gazons, simplement. C'est vrai qu'on voit que l'herbe est brûlée avec les carêmes. Il ne faut pas oublier aussi, on est au bord de mer. Alors, est-ce qu'il ne serait peut-être pas, et là je reformule encore ma question, peut-être plus judicieux, en quelque sorte, de demander au club, notamment la GSC et l'Amicale, de ne pas utiliser le terrain pour pouvoir s'entraîner, parce qu'il y a quand même les temps noirs pour l'Amicale. Terrain d'entraînement. Non, mais l'Amicale s'entraîne à l'état noir. Et à l'état noir, et la GSC, c'est une tradition depuis la nuit des temps. Ouais, c'est toujours entraîné sur ce terrain. Non, mais je vous dis, c'est une période exceptionnelle cette année, que le carême était très intense, vous le savez très bien, et comme moi. C'est vrai, il y a ce petit décalage de 2 mois. Il faut reprendre les choses en main. Il faut remettre là où vous allez au point sur le terrain. Peut-être, comme vous dites, peut-être arrêter 1 ou 2 matchs, que peut-être que la pelouse reprenne, mais c'est vrai qu'il commence à pleuvoir. Vous savez, c'est un terrain qui refait surface très très vite. Alors vous confirmez qu'il y a une société d'entretien que vous avez embauchée en quelque sorte pour pouvoir... Non, moi, ce n'est pas une société d'entretien, c'est l'OMCS. Il y a des employés communaux qui travaillent, qui fait l'entretien du terrain. D'accord. Merci beaucoup Jean-Claude Maes d'avoir été en direct dans cette émission pour parler, disons, de l'état de terrain, de ce terrain de capacité de Marie-Galante. Une toute dernière question, vous mettez vraiment l'accent sur le côté sportif, enfin je veux dire dans votre politique, franchement? Mais absolument. Et depuis que j'étais au pouvoir, et même dans 18 mois, vous avez vu l'effort qu'on a fait que pour l'éclairage et du terrain. Et je peux vous dire, dans les années, dans les mois encore, ça va se poursuivre. Et il y a par exemple, tous les terrains annexes. Et je viens de lancer l'appel d'offres afin de signer pour une entreprise pour les terrains annexes que basket, comme tennis et volleyball. C'est un axe fort
dans notre politique. Vous savez très bien que Cabester, Marie-Galante de plus, c'est une terre de champions. Vous n'êtes pas sans savoir que le sport, c'est en quelque sorte la vitrine d'une ville ou d'une commune. Mais c'est la vitrine. Et j'irai même plus loin que vous. Vous savez que le sport, il y a le sport, c'est la santé, il y a des champions, mais en plus, le sport contribue aussi au développement économique. Le maire que je suis, il ne va pas ignorer cette facette-là aussi. Parce que plus qu'il y aura du monde qui va venir sur les stades en nocturne, plus que la vie économique de Cabester et de Marie-Galante va se développer. Et je suis un maire quand même assez visionnaire qui comprend ces genres de choses. Et je vous dirais, je mettrai tous mes efforts pour pouvoir améliorer les conditions du stade et de la pelouse. Peut-être, je m'avance, peut-être même si c'est peut-être faire une pelouse synthétique, pourquoi pas ne pas réfléchir à ça. Il y a des pistes de réflexion là-dessus. Vous avez déjà pensé à cela, le synthétique? J'ai déjà pensé à ça, j'ai déjà discuté avec certains entraîneurs sportifs. Pourquoi pas? Je te dis, il faut trouver la solution parce qu'on est là et le seul terrain homologué sur Marie-Galante et on ne va pas faire comme dans l'antan que toutes nos équipes partaient en Guadeloupe pour jouer et ça coûtait énormément cher pour les collectivités et de Marie-Galante. Merci en tout cas, Jean-Claude Maïs, d'avoir été en direct dans cette émission. On aura l'occasion de s'entretenir une nouvelle fois pour parler encore de ce football marie-galantais. Merci d'avoir été en direct. Et juste pour vous dire encore, parce que quand j'ai construit le stade avec Mme Bourgeois, on a mis des bacs importants pour lui et depuis pour pouvoir arroser ce stade-là. C'est vrai que le système d'arrosage est erroné. Maintenant, il faut remédier à ça très rapidement. Je conscient et je m'excuse pour des sportifs. Bon, d'accord, je crois qu'ils vous ont entendu. Merci Jean-Claude Maïs d'avoir été en direct dans cette émission. On revient sur le plateau avec vous, messieurs, dames. Alors, Devrick Farasman, la semaine prochaine, en tout cas le week-end prochain, ce sera tout simplement l'Assemblée Générale de l'UFOLEP. Donc, tout à fait, Richard. D'ailleurs, je profite pour dire bonsoir à tous les auditeurs de Canal 10, de l'émission. Donc, c'est pas la semaine prochaine, c'est bien ce dimanche. Ah oui, bien sûr, ce dimanche. Au Lamentin. Donc, l'UFOLEP organise son Assemblée Générale. Donc, tout l'ensemble des présidents d'associations sont invités à découvrir les travaux autour de l'association, de notre fédération, avec de nombreux invités qui ont confirmé leur participation. Donc, c'est un moment statutaire important pour la vie d'une association on souhaite être la vitrine de toutes les activités sportives du territoire en UFOLEP par rapport à toutes nos associations pour montrer le sérieux de notre comité et ainsi de suite. Oui, alors, vous êtes donc une association, loi 1901, il faut quand même le préciser. Vous prenez le sport autrement. C'est quoi votre vocation? Alors, globalement, vous savez, l'UFOLEP, c'est avant tout une mission d'insertion sociale et sociétale et aussi donc professionnelle par le sport, l'activité sportive. Donc on est dans une émission de foot au final, mais l'UFOLEP c'est au-delà du foot, on a 14 activités sportives. Donc il y a le foot, le cyclisme, le futsal par exemple, ou la gymnastique. Et aujourd'hui, l'objectif c'est de créer un maillage autour de toutes ces activités, parce qu'avec l'UFOLEP c'est une fédération donc multisport. Donc avec une licence, on peut faire toutes ces activités. Et donc l'objectif c'est d'amener les personnes qui sont éloignées de l'activité physique, de les amener vers l'activité physique, puisque il y a le célèbre adage, c'est pas moi qui l'ai inventé, le sport, c'est la santé. Oui, c'est vrai qu'il faut quand même informer un petit peu le grand public, puisque c'est une association qui a été créée en 1928, donc ça fait quoi, 94 ans, si mes souvenirs sont exacts. C'est quoi sa vraie mission? Alors, 1928, bon, on est un peu plus jeune au niveau de la Guadeloupe. Oui, bien sûr, au plan national. Au plan national, sur le territoire de la Guadeloupe, donc on est un peu plus jeune. Donc depuis 1951, nous sommes une annexe, un service, on va dire, de la Ligue de l'enseignement. Donc, sans rentrer dans l'histoire, mais on découle en fait du mouvement populaire des enseignants. Et de fil en aiguille, on a amené l'activité physique au centre des préoccupations du territoire. Donc, quelle est notre mission concrètement pour répondre à la question, Richard? Notre mission, elle est d'encadrer les activités physiques. Donc, tout le monde connaît l'UFOLEP par le cyclisme. On a de nombreuses compétitions cyclistes sur tout le territoire. Il y a plusieurs disciplines. Plusieurs disciplines, oui. Donc, on peut les citer?
on peut les citer. Le cyclisme, comme je le disais, avec un calendrier assez fourni, avec plus de 50 courses par saison hors temps Covid. Hors temps Covid, le football, le futsal, la gymnastique, la marche, le tir ball-trap ou peut-être même les sports mécaniques comme auto, moto, le jet ski, entre autres. Donc, toutes ces activités, je m'excuse si j'en ai oublié, mais toutes ces activités sont... La gymnastique aussi. La gymnastique, oui. Sous toutes ses formes, gymnastique rythmique ou gymnastique artistique. Donc, toutes ces associations sont... donc, en fait, on est une fédération d'associations. Donc, les associations s'affilient donc, à notre comité régional. Et grâce à nos bénévoles, on arrive à conjuguer toutes ces disciplines sportives pour mettre en place des calendriers, mettre en place des actions. Comme je le disais un peu en off, donc je me permets de le dire maintenant à la télévision, on met en place des actions à destination des seniors, où on met en place de l'activité physique pour les seniors sur tout le territoire. C'est récent. C'est récent, oui, depuis plusieurs mois, années, 2 ans maintenant. Dorénavant. Donc on a plusieurs partenariats avec tout type d'institutions. Donc on met en place des actions à destination des femmes en situation de monoparentalité dans les quartiers qui sont dits populaires. Donc voilà le type d'action qu'on mène sur le territoire. Et aussi on a un organisme de formation où on forme donc les acteurs du sport, les gens qui encadrent les activités physiques, on les forme, on dispense le diplôme, le premier diplôme dans le monde du sport. Donc, pour répondre donc concrètement à la question, notre mission, c'est tout cela. Quels sont vos, je ne parlerai pas de prérogatives, mais quels sont vos liens justement avec la Ligue guadeloupéenne de football, par exemple? Au même titre que... Merci pour la question. Ça me permet encore de continuer sur l'évolution de l'UFOLEP, la Ligue guadeloupéenne de football, le comité régional de cyclisme, où ce sont des ligues qu'on appelle des ligues délégataires, qui détiennent, enfin, dans l'objectif concret de former des sportifs de haut niveau ou de gagner donc des médailles olympiques. Donc nous, on a de bonnes relations avec toutes ces ligues délégataires, qui chacun a sa mission, et notre mission, elle est... plus d'amener le grand public à faire de l'activité physique. Donc nos relations sont très bonnes avec la Ligue guadeloupéenne de football ou avec le comité régional de cyclisme. Alors fédérer évidemment les associations sportives, c'est un petit peu votre champ de bataille. Et puis vous organisez des rencontres, des compétitions au plan régional, au plan national aussi. Mais est-ce que ces compétitions... disons, est-ce qu'elles sont prises en compte? Quand je dis est-ce qu'elles sont prises en compte, c'est-à-dire est-ce qu'elles donnent la possibilité aux athlètes de pouvoir vraiment aller au-delà? Donc j'ai bien compris la question, donc oui. C'est une bonne question. On est sur le sport autrement. Donc faire du sport en soi, c'est pas la finalité. La performance plutôt, ce n'est pas la finalité. La performance, oui. On a des compétitions, effectivement. On a donc d'ailleurs, je profite, l'information est arrivée cet après-midi lors de la conférence de la préfecture. La crise sanitaire nous a beaucoup impacté au niveau du comité régional du FOLEP. Le football n'a pas pu redémarrer. Le futsal pour des questions de contrôle de pass sanitaire, entre autres dans les différents lieux de pratique. Donc aujourd'hui, nous avons reçu l'information de la fin de la mise en place de l'obligation de contrôle du pass sanitaire. Donc on peut penser qu'on pourra reprendre les activités compétitives autour du football ou du futsal. Donc globalement, on a des compétitions qui sont attractives au niveau du futsal avec le Ormat futsal. Le championnat de Ormat futsal avec 10 associations qui forment un championnat assez attractif, pour le dire, avec des associations qui vont même faire des compétitions dans les territoires de la Caraïbe. Donc globalement, on a tout type de public autour de nos activités sportives. Mais c'est une excellente chose, très bonne chose. En fait, tout le monde y trouve son compte au niveau de l'UFOLEP, puisqu'on peut toucher la petite enfance, on peut toucher les adultes, ou on peut toucher en fait les seniors. L'handisport fait partie aussi de vos attributions? Toutes les disciplines sportives, tous les publics peuvent pratiquer en UFOLEP. Le handisport, il y a quand même une ligue de sport, la ligue du sport...
la Ligue de sport adapté, donc avec qui on bosse aussi, on a des projets en commun. Donc on est aussi sur ces thématiques sur le territoire de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, combien de licenciés? Donc aujourd'hui, je préfère parler hors temps Covid parce que comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment compliqué. Mais l'UFOLEP a déjà atteint plus de 2000 licenciés avec à peu près 80 associations 80 associations qui sont affiliées à l'UFOLEP. On est aussi présent, c'est pour ça qu'on s'appelle Île de Guadeloupe. On est aussi présent à Saint-Martin, à Saint-Martin. On a été présent aussi à Saint-Barthélemy, on l'est moins ces derniers temps, mais on est aussi présent à Saint-Martin. On a constaté une baisse sensible concernant le nombre de licenciés, tant au plan national que voire même local, hein, puisqu'au plan national, j'ai quand même les chiffres devant moi. En 2018, vous étiez à 338 000 licenciés. Déjà en 2015, vous étiez à 380 000. Ensuite, vous vous êtes trouvé à 338 en 2018. Que se passe-t-il? C'est une bonne question, vous savez. Mais bizarrement, on est l'une des fédérations qui a subi la moins grosse chute au niveau des licenciés. Les modes de pratique ont évolué au niveau du monde entier. Je ne parle même pas aujourd'hui, encore plus par rapport au Covid, les changements de pratique, beaucoup de... En fait, John quoi crier nous, c'est football marron, sport marron. Donc les gens sont moins attraits à prendre des licences pour pratiquer de façon organisée. Et il faut s'adapter. Et c'est pour ça que nous aussi, on s'adapte au niveau de l'UFOLEP. On a donc toute la partie organisée où les gens sont licenciés, mais il y a la partie informelle qui permet aussi de voir tous les adhérents qui pratiquent le sport. Hein. Le sport sur le territoire. Tu sais, Richard, il y a une étude qui est vraiment intéressante qui dit que le territoire de la Guadeloupe, c'est l'un des départements de France où les gens déclarent le plus faire de la pratique sportive. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, on fait beaucoup de sport. Et en même temps, on est le territoire où il y a le moins de licenciés. Donc, tu vois, un peu cette donnée est assez intéressante à prendre en compte pour voir vers quoi on peut aller pour amener les gens à faire de la pratique sportive organisée. La pratique sportive, d'ici quelques instants, on sera avec Nathalie Vainqueur, qui est naturopathe. Mais alors, Kevin Amelaïs, on a l'habitude de se tutoyer, puisqu'on se connaît depuis pas mal de temps sur les différents stades. Tu as 35 ans, tu as fait pas mal de clubs. Mais on a envie de savoir qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui pour que tu puisses aimer autant le football. Qu'est-ce qui se passe? C'est une passion, hein. C'est quelque chose que je vis depuis longtemps, depuis mon plus jeune âge. Et comme j'ai connu aussi pas mal de clubs, comme tu as dit, étant jeune, j'ai joué très tôt à l'ASG. Tu as commencé, oui, d'accord. Et puis il y avait des grands, il y avait des seniors qui t'aidaient et qui t'encourageaient. Donc aujourd'hui, j'ai une pensée pour eux parce que maintenant je suis à leur place. Et puis tant que tu peux transmettre et toujours faire ce que tu aimes, pourquoi pas. Et tu es né en métropole? Exactement. D'accord. Tu n'as pas joué à la métropole? Non. Tu n'as pas eu l'occasion. Alors, parle-nous un peu de ton parcours. Je sais que tu as d'abord évolué avec la Juventus, c'est bien ça? D'accord. Et ensuite? Mon parcours, c'est un parcours, comme je dis, un peu... atypique? Ouais, par rapport à comment les choses évoluent. Hein. Nous sommes en Guadeloupe et puis pendant longtemps, on a fait les choses bien par rapport à l'ASG, mais qui était un club très structuré, mais qui n'avait pas du tout de jeunes. Donc j'étais pratiquement le seul, avec des trentenaires. Donc je me suis dirigé vers la Jeunesse Évolution en premier lieu, où il y avait pas mal de jeunes, une équipe un peu plus à ma portée. Après un titre qu'on a gagné, donc j'ai dit, je vais m'aguerrir à un endroit où je vais pouvoir partager certaines choses, parler pour ne pas se retrouver au fond, parce que les grands, les anciens, eux, ils sont intransigeants. Il y a pas de, on peut pas rigoler. Donc, par rapport à ça, ensuite, j'ai été à la Juve après Jeunesse Évolution, où j'ai vraiment, franchement, eu pleine plénitude, en fait. Hein. Puis ensuite, c'est le CSM. Ouais, voilà. J'ai été au Sirocco quand même, sans oublier. Et puis, malheureusement, je dis, ou bien heureusement,
Parce que quand il y a une mauvaise chose, il y a une bonne chose. Et quand il y a une bonne chose, il y a une mauvaise. Malheureusement, j'ai dû partir après notre match de quevilly en métropole. Donc j'ai rejoint le CSM et puis qui m'a accueilli avec beaucoup de bonnes choses. Et puis il y a eu la sélection aussi. Oui. Pendant combien d'années? La sélection, ça a été sur 2 ordres. Roger Salno, c'était genre un pointillé. Ouais. Et Steve Bizassen aussi. Et puis Steve qui a fait un peu quand même quelques démarches où on a évolué ensemble. Oui, je crois qu'il y a une parfaite cohésion entre vous, c'est-à-dire entre trois avec Steve Bizassen, puisque c'est lui désormais qui est l'entraîneur, enfin le coach de la Jeunesse Évolution, et toi tu es dans ce club. Bon, qu'est-ce que tu as envie vraiment d'apporter encore à ce club? L'accompagner jusqu'au bout. Notre projet, nous avons dit... Et puis notre projet, c'est quoi le projet? En vérité, nous sommes une équipe, nous sommes une vraie équipe où on est constitué d'amis, de proches, des membres de la famille, on peut dire comme ça. Et puis on a décidé de venir à la Jeunesse Évolution, de retourner, de redonner ce qu'on nous a donné, parce qu'on y était jeunes. On a fait les choses et puis on est parti ailleurs. Comme on dit, on est toujours peut-être entre guillemets mieux vu ailleurs que chez soi. Donc ça nous permet de revenir avec un bagage un peu plus important et avec un respect aussi par rapport à ceux qui sont là. On revient d'ici quelques instants. Pour le nous marquons une pause coulée dans cette édition. À tout de suite. Deuxième partie d'émission, et là nous sommes avec Kevin Amelaïs et bien entendu la toute dernière question. Kevin, à 35 ans, qu'est-ce que tu penses de la sélection? Est-ce que tu es toujours ambitieux pour la sélection? Non, franchement, je me consacre uniquement à mon club pour être performant avec eux, les aider, les encadrer parce qu'il y a des jeunes. Et puis la sélection, je regarde de loin. Parce que alors justement, quand on parle de la sélection, est-ce que c'est un bon coup? Est-ce que c'est un bon coup en ce moment est-ce que la mayonnaise a bien été prise avec Jocelyn Gloumar ou pas? Moi, je vais toujours être dans le sens où il faut quand même qu'il y ait encore plus de matchs comme ils ont pu faire à Orléans. Parce que être en sélection, c'était une motivation et c'est ce qui va peut-être relever le championnat. Ça veut dire que tu as l'envie. Et si tu as la prétention d'y arriver, de te donner les moyens d'être plus performant, donc d'atteindre ce niveau de la sélection. Donc pour moi, la sélection, tout d'abord, c'est la vitrine du sport guadeloupéen, genre au niveau du foot. Mais pour faire voir que la porte n'est pas fermée à nos jeunes, parce qu'il y a eu pas mal de jeunes qui sont d'ici, qui ne sont pas forcément des Guadeloupéens qui jouent en métropole. Donc, de se donner les moyens de faire encore plus de compétitions pour pouvoir avoir plus de bons résultats. Mais oui, c'est ce qu'on demande et ce qu'on souhaite aussi, en tout cas. Merci, en tout cas, pour cette intervention. Alors, Nathalie Vainqueur, je rappelle que vous êtes naturopathe et que vous avez au quotidien des sportifs, surtout dans cette période de confinement. Quelle est votre lecture, quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Alors, la période de confinement a été, je pense, une période difficile pour tout un chacun. Et aujourd'hui, de nombreuses personnes essaient de rééquilibrer leur mental en faisant un peu plus de sport. Quant aux différents sportifs, en tout cas pour ce qui est du football, les 2 dernières années ont été difficiles. Donc maintenant, ils essaient de se rattraper sur leur hygiène mentale déjà. Et ensuite, ils revoient un petit peu leur hygiène alimentaire et leur hygiène de vie. Donc effectivement, les compétitions vont commencer. Et il y en a quelques-uns qui essaient de rattraper quelque sorte les séquelles qu'ont laissé et le confinement et pour certains la maladie, pour pouvoir retrouver leur performance d'antan. Oui, et quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Alors, le plus souvent, beaucoup me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour retrouver justement ces performances et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour revoir un peu leur hygiène alimentaire, comment ils doivent manger, comment ils doivent adapter. Surtout qu'il y en a quelques-uns qui se préparent pour les 2 mois qui arrivent et qui essayent de mettre les bouchées doubles.
Il faut savoir que l'alimentation d'un sportif, c'est quand même toute une année. Mais c'est vrai que les 3 prochains mois, on essaie de leur donner des conseils pour pouvoir récupérer déjà leur corps et ensuite leur vigueur et puis l'énergie. Parce que le football est quand même... il faut avoir des conséquences musculaires et donc il faut travailler ça et on ne travaille pas ça en 15 jours. Oui, parce qu'on travaille normalement dans cette affaire, on travaille le physique, c'est un fait certain, mais on travaille aussi le mental. Tout à fait. Oui. Et beaucoup, il y en a qui ont laissé un peu, qui se sont relâchés ou qui ont, je dirais, perdu quelque part, qui ont perdu pied parce que pour eux, les 2 ans... ça correspond à une dizaine d'années de travail intense. Et il y en a quelques-uns qui se disent qu'ils ne vont pas arriver. Bon, c'est sûr qu'avec un peu de travail, beaucoup plus de travail que d'habitude, on peut y arriver. On peut y arriver. Alors, une autre question, Nathalie Vainqueur. Est-ce qu'on peut faire des préparations soi-même? Alors, quand je parle de préparation, riche tout de même en nutriments, par exemple. Alors, il faut savoir que le footballeur, en particulier, a quand même 4 hygiènes différentes, alimentaires différentes. Son hygiène alimentaire de toute l'année, qui ne va pas être la même les 3 mois qui succèdent avant les périodes de match. Et ensuite, ça va être journalier. Donc, il y a une alimentation spécifique avant le match, pendant le match et après le match. Une idée de préparation, une idée d'alimentation, par exemple? Alors, en règle générale, je conseille de consommer toujours 3 à 4 heures avant un match, de ne pas manger 1 heure, 1 heure et demie avant le match, parce que il faut quand même que l'estomac soit, allez, je ne dirais pas vide, mais que l'organisme a déjà les nutriments, les vitamines pour tout avoir. Donc, avant le match, c'est du cru. Donc, on va manger des crudités, des fruits. Bien de chez nous, par exemple. Tout à fait, hein, de saison. Hein. Donc, c'est tous les fruits que nous avons en ce moment. Ensuite, des céréales complètes. Donc, ça va être du riz complet, des pâtes complètes, du quinoa. On va augmenter la quantité de protéines. Donc, on va le trouver dans la viande, dans les œufs, dans le poisson, mais dans les huiles. Donc, ça va être l'huile d'olive, l'huile de chanvre et l'huile de coco. D'éviter de prendre des sodas, etc. parce que c'est quand même sucré, mais c'est à courte période. Donc, il vaut mieux utiliser des sucres du genre du miel, de l'agave. Enfin, en général, je conseille les sportifs, quels qu'ils soient, de consommer du miel. Alors, Kevin, tu as bien entendu, hein? Bien sûr. D'accord, voilà. c'est très important. Là. Oui. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est avant le match, on va utiliser que du cuit. D'accord? Donc, ça va être des compotes, des légumes cuits. Donc, on va éviter de manger du cru parce qu'il faut que on digère rapidement. Et après le match, c'est-à-dire à peu près une demi-heure après le match, on va prendre des barres énergétiques pour pouvoir ne pas casser le muscle. Et à peu près 1 heure et demie, 2 heures, on va remanger. Mais cette fois-ci, on va manger du cru. Donc, ça va être des fruits, des légumes, des céréales complètes de préférence. Donc, par exemple, on va prendre morceau d'igname. Bon, c'est sûr que le soir, on ne va pas le prendre, mais de prendre un tout... Alors, on se comprend dans les proportions. Hein, c'est toujours la moitié de légumes, un quart de féculents. Donc, ça, c'est après. Alors qu'avant, ça sera moitié-moitié. C'est-à-dire qu'il faut trouver des sucres lents. Donc, ça va être les pâtes, le riz, le quinoa avant et les légumes ou les fruits cuit. Et par contre, pour après, ça sera du cru. Merci beaucoup, Nathalie Vainqueur, pour toutes ces précisions. Et là, nous parlons justement de ce championnat que nous avons vécu le week-end dernier, la 12e journée. On va voir l'ensemble des résultats, championnat de régional 1 Vito, précisément. Donc, la 12e journée, dans la poule A, l'Arsenal qui était opposé au Sporting, 4-2 pour l'Arsenal, 2-1 pour la Gauloise face au Stade d'Amantinois. L'Amicale et l'Étoile se sont quittés sur un score de parité de 2 buts partout. Le reste des résultats, donc c'est la poule B maintenant, l'USBM qui s'est imposé face au Racing Club de Basse-Terre 1-0. 1-0, c'est la victoire du Sirocco face au CERFA. L'USR où rien ne va plus avec ses équipes sainte-cruziennes.
Défaite donc 2-0 face à l'USBM et puis le Racing de Basse-Terre. Et là encore, eh bien, qui a connu une défaite face à la JSVH sur le score de 1-0. On va voir le classement en ce qui concerne la poule à la Jeunesse Évolution et ça doit certainement faire plaisir à Kevin. Alors, la Jeunesse Évolution occupe la première place avec 31 points. Juste derrière, c'est la Gauloise, 31 points également, mais il y a la différence de but. Troisième, c'est l'Étoile de Maunalo. Et puis ferme la marche, l'Arsenal de Petit-Bourg. Et puis je regarde en ce qui concerne la Juventus de Sainte-Anne qui occupe la 9e place. Rien ne va plus dans cette équipe sainte-annaise. Dans la poule B maintenant, on va voir le classement. Le CSM, 34 points. C'est le leader. Devant l'AS Gosier, 34 points également. Différence de but également. Le Siwoko, 3e avec 32 points. Puis le Racing Club de Basse-Terre, 11 points, occupe la 10e place. La prochaine journée, ce sera donc la 13e, le Sporting face à la Gauloise, le Stade Lamantinois qui va recevoir la Juventus de Sainte-Anne, l'Étoile va recevoir l'Arsenal de Petit-Bourg, la Jeunesse Évolution qui là aussi sera opposée à la Restart et le Phare de Petit-Canal face à l'Amical, club de Marie-Galante dans la poule B. La poule B, l'USBM sera opposé à l'USR, le CA Marquisa face au Racing, l'USR sera opposé à la Solidarité Scolaire, l'AS Gosier face au Sirocco, l'USBM face au CERFA et la JSVH, va recevoir le CSM. Il était élégant, et oui, dans ses buts, combien de fois il a sauvé son équipe dans des situations compliquées. La culture de la gagne, c'était son leitmotiv. Mémoire d'un champion, les images sont signées Daniel Eraville. Alors, Raphaël Coury, c'est vrai que je suis très content d'être à côté de toi. J'ai envie de dire, tu es un véritable modèle pour les sportifs guadeloupéens, singulièrement les gardiens. Alors, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Je sais que tu as 82 ans. C'est le bel âge, j'ai envie de dire. C'est un âge avancé, mais enfin, c'est un bel âge. Un bel âge. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours dans cette discipline que tu aimes tant, à savoir le football. Eh bien, le football, je dois le reconnaître, ça a été une passion. Et aussi, c'est probablement l'endroit où j'ai eu le plus de satisfaction. Satisfaction pour avoir été un joueur de la Red Star, un joueur d'autres clubs également, et d'être aussi un joueur j'ai été le capitaine de la sélection de la Guadeloupe pendant près de 12 ans, ce qui n'est quand même pas facile à faire. Mais enfin, je l'ai été, et quand j'ai quitté la sélection, c'est plus par ma volonté personnelle. J'étais à ce moment-là un homme politique également. Donc, ce qui fait que je n'avais plus beaucoup de temps pour faire des entraînements de haut niveau. Et donc, j'ai préféré quitter la sélection plutôt que d'y aller et ne pas être à la hauteur. Alors, donc, une carrière footballistique qui a commencé en 1957 avec précisément le Redoutable. Absolument. Ma première sélection, je l'ai faite alors que j'étais au Redoutable en 1957 à Martinique pour la Coupe Marsan. Et c'était à l'époque où la Martinique avait une très grosse équipe. Chilan, Charles Alfred, Dib, etc. Verdeau, les frères Jean-Baptiste. La Martinique battait régulièrement la Guadeloupe aller-retour. Et donc je me rappelle de cette première sélection où j'ai été un petit peu
traumatisé par, disons, la façon que les Martiniquais nous considéraient. Et quand la Martinique jouait contre la Guadeloupe, il fallait absolument que la Martinique gagne. Et ça m'avait un petit peu marqué. Ce qui fait que après cette sélection, chaque fois que je rencontrais la Martinique, j'avais aussi une volonté de les battre. Ce qui est arrivé d'ailleurs pas très longtemps après ma première sélection en 1958. Ce qui est propre d'ailleurs, j'ai envie de dire, à un footballeur émérite. Et puis ensuite... Il y a eu la solidarité scolaire où je suis resté quelques années avec une très grande équipe de l'ASS, c'est-à-dire Jaune Huissier, les frères Bad, Jacques Bad notamment, Daridan, Sylvestre, Pétrine, les Montout, les frères Albéry, enfin Grégoire. Donc effectivement, l'ASS avait une très belle équipe, mais ne remportait jamais de titre parce que c'était un club qui était plutôt un club culturel mais qui n'avait pas énormément de supporters, tandis que ça manquait toujours dans les matchs de l'ASS. On jouait pour le plaisir de jouer, c'était une grande famille, mais on n'arrivait pas à gagner des titres et c'est à ce moment-là que j'ai été à la Red Star où j'ai eu une carrière longue et aussi où j'ai gagné beaucoup de titres. Champion de la Guadeloupe à 3 reprises, des championnats interdépartementaux. On a gagné des Coupes de France, on a gagné des Coupes de la Guadeloupe, des Coupes de Noël. Enfin bref, là, à la Red Star, j'ai gagné quasiment tous les titres du football guadeloupéen. Avec de... Marcel Martol, Dol, Lascari, Nafer. Red Star était une pépinière de footballeurs. Birman, Dracus, Gruel. On a vu passer beaucoup de très grands joueurs et qui ont joué aussi en sélection. Oui, alors, toujours est-il que tu as quitté, tu as laissé le sport, enfin le foot. Ouais. Alors que tu avais 39 ans. 39 ans, mon dernier match. En 79. Contre la JSC de Marie-Galante. Ça a été mon dernier match officiel. J'avais 39 ans. Et après, quasiment, j'ai eu un rôle de dirigeant. Mais j'ai arrêté ma carrière pratique en 79. Alors, au cours de ta carrière, il y a quelque chose qui a été très symbolique pour toi et qui est resté gravé dans ta mémoire, eh bien c'est l'inauguration justement du stade Pierre-Antonius. Oui. Et donc toi tu es à l'origine de cette inauguration. Et oui, j'étais à l'époque adjoint au maire de Pointe-à-Pitre. Le docteur Henri Bangou m'avait confié le poste d'adjoint au maire, responsable des sports, de la jeunesse et des sports. Donc j'ai eu l'occasion avec lui, sous les différentes mandatures, j'en ai fait 3 avec la municipalité, enfin l'équipe d'Henri Bangou, et nous avons construit le stade de Pointe-à-Pitre, le hall des sports, la première école de voile de l'Oricisque, c'est nous qui l'avons faite, les terrains de tennis de la Marina. Bref, on a doté de Pointe-à-Pitre d'un équipement sportif qu'aucune commune n'avait en Guadeloupe. D'ailleurs, Pointe-à-Pitre était la commune, la ville, où il y avait le plus grand nombre de clubs sportifs. Et on n'avait pas d'équipement sportif. On allait s'entraîner aux abîmes, à Petit Pérou, mais Pointe-à-Pitre n'avait nulle part où on pouvait s'entraîner. Et donc, j'ai eu, et je peux dire que j'en suis fier, j'ai eu l'occasion avec le docteur Henri Bangou pour pouvoir construire cet équipement sportif. Oui, Hugo est arrivé en septembre 79 et j'ai quitté la dernière année en juin 60.
un grand monsieur du football guadeloupéen. Vous aurez l'occasion, chers amis téléspectateurs, de voir en intégralité le sujet que nous avons tourné avec ce grand monsieur, Raphaël Khoury, un sujet qui dure pas moins de 25 minutes. Nous arrivons quasiment au terme de cette édition, précisément. Un tour de table très rapidement d'Éric Farasman, d'abord. Donc, piste de conclusion. Conclusion, mais première chose quand même, je voulais dire à Nathalie que j'aurais dû te connaître avant, j'aurais peut-être été un grand joueur. Oui. Mais globalement, en conclusion, l'UFOLEP, c'est... On a notre assemblée générale ce dimanche. D'abord, Devric, c'est vrai que certainement vous avez entendu parler de ce monsieur, de monsieur Raphaël Khoury, peut-être que vous n'avez pas vu. Oui. Non, je ne l'ai pas vu jouer, ça c'est sûr. C'est sûr. Je ne l'ai pas vu jouer, mais je le connais. Et son parcours. Et 12 ans de capitanat en sélection, forcément, si je ne le connais pas, bon voilà. Kevin, c'est pareil. Oui, mais pas comme maintenant en fait. Je suis curieux de savoir et d'avoir la suite. De voir la suite de l'émission, parce que quand on a des exemples comme ça, en plus il a cité de maison dans le reportage, donc très bien. C'est avec fierté que je regarde ce genre de choses. Nathalie Becker. Effectivement, ça permet de voir un petit peu la grandeur d'esprit du sport et du football en Guadeloupe. Parfait. Alors, conclusion, Devric. Donc, comme je disais, merci Richard pour l'invitation. Donc, c'est toujours un plaisir de venir ici, de discuter de sport, de discuter de football, de discuter de l'UFOLEP. Donc, ce dimanche, donc, je disais, on a notre assemblée générale au Lamentin. Donc, d'ailleurs, merci et félicitations au nouveau maire, à M. Sapoti, justement, et qui nous accueille. Donc, l'assemblée générale, c'est ce dimanche. On attend l'ensemble des présidents d'associations et on espère que les travaux seront intéressants. Kevin? Pour moi, de mon côté, comme je dis Richard, tant qu'il y a du gaz, on continue. Et puis, de notre côté, chez nous, à la Jeunesse Évolution, c'est avec beaucoup d'envie qu'on a envie d'aller au bout, de faire les choses bien. Et je vais lancer un petit truc, c'est bon, vieux canari qui a fait bon soupe. Oui, et puis avec justement avec un président qui est très actif aussi, il faut dire M. Barbin, que je salue en passant. Nathalie Vainqueur. Pour ma part, je suis à la disposition de tous les sportifs et particulièrement les footballeurs qui veulent remettre leur santé en place et avoir de belles performances pour nous faire gagner de belles courses. Merci à vous d'avoir fait le déplacement pour cette émission. Et merci aussi, chers amis téléspectateurs. Et merci à Jordan, évidemment, pour sa réalisation technique, cela s'entend. Et juste tout de suite après C'est le foot, vous aurez droit au match que nous avons assuré, les commentaires, le match amical étoile. Match comptant pour la 12e journée. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de suspense dans cette rencontre. Bonne soirée et à très bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir.